Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. On a pas mal d'actualités vu que j'étais malade la semaine dernière, merci Mathis. Et du coup, il y a pas mal de news qui se sont accumulées. Nous avons des news évidemment au niveau carte graphique, nous avons des news au niveau CPU et des news en tout genre, notamment Apple et tout ça. Donc n'hésitez pas à regarder la barre des matières sur la vidéo, voilà. Et aussi dans la description, vous avez la table des matières, comme ça vous pouvez la barre des matières. C'est pas très français comme ça. Enfin bref, vous avez toutes les informations en bas. Cliquez sur le sujet qui vous intéresse le plus. La première news de la semaine, c'est le fait que la chaîne a dépassé les 200 000 abonnés. Donc un grand merci à tous. Et je tiens aussi à remercier ceux qui regardent des vidéos mais qui ne sont pas forcément abonnés. Parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent juste peut-être venir de temps en temps sur la chaîne ou qui n'ont juste pas besoin de s'abonner parce que le système de recommandation de YouTube met en avant les vidéos qui les intéressent. Ça peut arriver. Personnellement, il y a des chaînes YouTube des fois où je me suis rendu compte que je m'étais jamais abonné. C'est juste que YouTube continue de me mettre des vidéos de la chaîne quand il y en a une qui sortait sur ma page principale. Et du coup, moi, je me suis toujours dit, hey, c'est bon, je suis abonné certainement. Et en fait, non, je n'étais pas abonné. Alors, évidemment, le nombre d'abonnés n'est pas seulement le truc le plus important parce que vous allez avoir des personnes déjà qui s'abonnent et qui regardent jamais une chaîne. Et du coup, ça vous fait des chaînes avec des abonnés fantômes. Vous avez des chaînes comme ça avec 2 millions d'abonnés, mais il y a juste genre 100 000 personnes qui regardent chaque vidéo. Et du coup, voilà, pour moi, c'est pas le plus important, le nombre d'abonnés, mais ça fait quand même plaisir. Ce qui est plus important, selon moi, c'est plus d'avoir une chaîne qui est intéressante, une chaîne qui apporte un contenu qui satisfait les personnes qui regardent et qui, on va dire, tient à ses promesses aussi. Si je fais une vidéo guide d'overclocking, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, un maximum de personnes seront intéressées et pourront arriver à overclocker, ce genre de choses. Du coup, je suppose que le fait qu'on ait atteint 200 000 abonnés représente le fait que visiblement, la chaîne plaît aux gens et que les contenus sont intéressants. Donc, ma foi, un grand merci à tous et j'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça. Je pense, honnêtement, je trouve que depuis la création de la chaîne, maintenant, je commence à bien cerner ce que j'aime faire tout simplement sur YouTube avec la chaîne Texama. Je commence à bien cerner aussi tout simplement le genre de contenu qui me correspond le mieux. J'ai essayé un petit peu de tout par le passé. J'ai fait des vidéos smartphone, j'ai fait des vidéos évidemment sur les pièces hardware, montage PC, ce genre de choses. Et maintenant, oui, je commence à bien cerner ce qui m'intéresse le plus et je vais tout simplement essayer de développer plus ces contenus, faire plus aussi de contenu. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Idéalement, j'aimerais atteindre 3 vidéos par semaine. Ça me semble être pas mal avec un texte à ma show évidemment et 2 autres vidéos. Je pense que ce serait pas mal. Et ce serait un bon rythme pour la chaîne, surtout par rapport au type de contenu que je fais actuellement. Donc, ma foi, on verra bien ce que ça va donner. Et évidemment, à côté de ça, j'ai d'autres projets, comme par exemple Mémoire Vive, qui est le podcast hardware que je fais avec les French Hardware. Donc, on a sorti le 3e épisode, et visiblement, étonnamment, plus on sort d'épisodes, plus il y a de personnes qui regardent. Donc, ça fait plaisir aussi. Donc, le principe, c'est tout simplement, on est autour d'une table et on discute de certains sujets hardware. Donc, par exemple, la sortie des RTX 5000, les nouvelles RX 9000. Je trouve ça assez intéressant. Ça permet aussi d'avoir des points de vue différents parce que le problème, c'est que si vous regardez juste ma chaîne, vous avez mon point de vue. Et le truc, c'est que selon moi, c'est que même si quelqu'un essaie de ne pas être biaisé, vous êtes tout le monde est un petit peu biaisé d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui sont beaucoup plus que d'autres, évidemment. Par exemple, si vous travaillez pour une entreprise, vous êtes totalement biaisé envers cette entreprise. Ça semble tout à fait logique. Surtout si votre revenu en dépend. Mais du coup, j'essaye d'être le moins biaisé possible, mais il y a toujours un petit peu de biais. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir d'autres personnes qui ont des biais différents et qui, du coup, contrebalancent mon opinion. Et donc, ça permet d'avoir une synergie plus intéressante et de débattre un peu plus sur des sujets. Notamment, le dernier épisode, on a beaucoup parlé justement des prix et pourquoi. Mathis avait un bon input là-dessus sur pourquoi certains prix sont aussi élevés et tout ça. On va en parler dans ce texte, ça marche aussi, mais je vous invite à regarder vraiment cet épisode de Mémoire Vive. Et pour information, le podcast est aussi disponible sur Spotify, il est disponible sur Apple Podcast, il me semble, et d'autres plateformes. On en rajoute de plus en plus, donc n'hésitez pas à suivre le podcast Mémoire Vive ou juste tout simplement vous abonner. La première news de la semaine, c'est le fait que Apple a fait des refreshs de produits sans vraiment trop en parler plus que ça. Ils ont évidemment sorti des vidéos et tout, mais ils n'ont pas fait des grandes présentations et tout. Ils ont juste refreshé le produit comme ça. Ils le font de plus en plus et notamment aussi, ils ont sorti l'iPhone 16e qui est techniquement le remplaçant à l'iPhone SE. Et c'est pas vraiment un iPhone SE, vous allez le voir. C'est plus un iPhone 16 pour un peu moins cher.
Donc c'est un petit peu comme Samsung fait un petit peu ça avec leur smartphone aussi. C'est un petit peu comme les Fan Edition. Ça me fait vraiment penser à ça en réalité. Donc voilà l'iPhone 16e. Bon là on le voit pas beaucoup. On va aller voir directement sur la page. Déjà le plus important c'est le prix. Et vous allez voir que là c'est beaucoup beaucoup plus cher. C'est à partir de 719 € en tout cas sur le site belge. Il me semble que peut-être sur le site français il y a 1% de TVA en moins. Donc ça ferait une petite différence. Mais oui, c'est pas vraiment en remplaçant l'iPhone SE. Parce que l'iPhone SE il me semble qu'il était vendu genre 400 et des euros avant. Et évidemment, comme l'iPhone SE avait un port Lightning, il a disparu du site Apple parce que ils ne peuvent tout simplement plus en vendre. Vous pouvez toujours le trouver en ligne de manière générale, mais officiellement, oui, il n'y a plus d'iPhone SE en tout cas pour le moment. Et donc ça, c'est le seul remplaçant. Ça utilise apparemment, si je me souviens bien, ça utilise le châssis de l'iPhone 14. Donc on peut voir notamment les bords sont très plats. Nous avons aussi l'ancienne notch et nous avons une seule caméra par contre. Donc là, c'est un hybride entre l'iPhone 14 et un iPhone justement SE. Le plus intéressant, c'est que pour respecter le fait que Apple veut mettre Apple Intelligence partout, il a une puce A18. Alors, c'est une puce nerfée en partie, il y a moins de cœur GPU pour justement certainement réduire les coûts. Ils utilisent justement des pièces qui étaient un petit peu défectueuses, des puces qui étaient un petit peu défectueuses, comme ça permet aussi de recycler un petit peu pour eux. Et donc, ça leur permet d'avoir le support d'Apple Intelligence, mais de toujours avoir un prix contenu. Alors, 719 €. On va être honnête, ouais, c'est clairement pas un smartphone que je vais qualifier d'abordable. C'est même pour moi pas vraiment milieu de gamme. À partir de 700 €, on est clairement, on commence à être dans le haut de gamme. C'est juste que maintenant, ils ont créé aussi la catégorie du ultra haut de gamme. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Mais pour moi, c'est oui, clairement pas en remplaçant l'iPhone SE. Mais ma foi, il est intéressant pour certaines personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup plus. Ça ferait l'affaire. Autre truc dommage aussi, c'est comme il utilise le châssis de l'iPhone 14, vous devez bien vous en douter, ça se voit sur les images, il fait la taille d'un iPhone 14. Pas un iPhone 14 Plus ou autre chose, mais un iPhone 14 de base qui a un écran de normalement 6,1 pouces, si je me souviens bien. Donc il est clairement plus gros qu'un iPhone SE. Donc pour ceux qui aimaient justement les petits smartphones, c'est assez dommage. Je trouve ça dommage qu'Apple ne fasse pas un iPhone SE avec le châssis de l'iPhone 13 mini. Ça aurait été très intéressant justement. Mais après, je peux comprendre aussi que dans un aussi petit châssis, c'est compliqué de mettre une puce très puissante comme la 18 peut-être, éventuellement, tout en gardant une bonne batterie. Parce que oui, c'est possible, mais après, vous avez peut-être sacrifié la batterie. Donc voilà, je comprends aussi, mais c'est dommage pour ceux qui aimaient bien justement les petits iPhones. Ils n'ont plus d'options vraiment. Et surtout, on n'a plus d'options d'iPhone 9 à 400 et des euros parce que ça n'existe tout simplement plus. Donc à voir si Apple complète leur offre dans le futur. Ensuite, ils ont update les MacBook Air avec les puces M4. Ça, c'est quelque chose qu'on attendait assez bien au final. Et donc, oui, le 13 pouces et le 15 pouces maintenant, vous pourrez les retrouver avec des puces M4. Et du coup, ça semble logique aussi. Ils ont toujours la même logique d'avoir maintenant 16 Go de RAM minimum sur le modèle de base. Donc, c'est-à-dire que le modèle M4 en 13 pouces commence à 1199 € avec 16 Go de RAM, ce qui devient déjà plus intéressant, mais vous avez toujours seulement 256 Go de stockage. Apple, surtout que le stockage, je vous rappelle, n'est pas upgradable, c'est soudé sur la carte mère, donc bonne chance avec ça. Et dès que vous voulez passer à juste 512 Go, vous devez prendre une puce M4 avec plus de GPU, et donc ça vous coûte 1449 €. Donc, yep. Et le modèle 15 pouces, pour information, coûte 1499 € aussi de base avec, encore une fois, 16 Go et 256 Go de stockage. J'aime vraiment bien, personnellement, ces Mac Apple. Ils sont très puissants, même s'ils restent, voilà, c'est pas les plus abordables, mais ils sont très puissants pour ce que c'est au final. C'est juste vraiment dommage pour ce stockage. Pour moi, ça devrait être 512 Go minimum. 512 Go, ce serait suffisant pour la plupart des gens, pour commencer en tout cas. Et ça rendrait les PC plus future-proof aussi. Mais bon, ça évidemment, Apple ne veut pas du future-proof, même s'ils disent qu'ils sont pour l'environnement et tout le tralala. Ça vend beaucoup mieux si les gens sont obligés de changer de Mac d'ici 2 ans parce qu'il n'y a plus de place sur leur stockage. Ou alors ils peuvent prendre Apple Cloud et du coup nous donner encore plus d'argent. Et puis à côté de ça, ils ont aussi mis à jour l'Apple Studio, ce qui faisait très longtemps parce que l'Apple Studio, pour information, avait seulement des puces M2. Donc ça datait un petit peu et maintenant il est passé aux puces M4 en partie. Oh, d'ailleurs, c'est bizarre ce zoom. Il est passé à la puce M4 Max de base, donc ça c'est évidemment plutôt intéressant au niveau puissance. On a aussi 36 Go de mémoire minimum, 512 Go de stockage minimum, donc visiblement c'est possible Apple de faire avec
de faire un Mac avec 512 Go de base. Enfin bref, vous avez évidemment du Thunderbolt 5, 4 ports, vous avez 10 gigabits en Ethernet dessus, HDMI et tout le tralala. Donc, c'est vraiment, selon moi, une des machines les plus intéressantes d'Apple. Même si elle coûte 2 500 €, la puce M4 Max est très puissante et vous avez quand même une bonne quantité de mémoire qui est unifiée en plus. Donc, ça vous permet quand même d'avoir peut-être beaucoup de mémoire utilisée par le GPU. Donc, ça reste une machine très intéressante de base sans aucune upgrade. Et puis, à côté de ça, vous avez la version ultime qui, là, utilise une puce M3 Ultra. Attendez, alors, on a des puces M4 Max, mais la version la plus ultime, c'est une puce toujours M3 Ultra. Alors, la raison, c'est pour tout simplement. Alors, je ne sais pas exactement la raison, mais évidemment, l'ancienne génération était sur des puces M2. Et donc là, vous aviez M2 Max et puis M2 Ultra. Logique. Avec cette nouvelle génération, visiblement, peut-être que soit Apple n'a pas encore eu le temps de designer la puce M4 Ultra, et du coup, ils avaient déjà travaillé sur une puce M3 Ultra, c'est juste qu'ils n'avaient pas sorti sur le Mac Studio, ils se sont dit, bon, on va utiliser celle-ci. Ou alors, peut-être, ça veut dire qu'ils vont arrêter les puces Ultra. Et que la dernière qu'ils ont designée, c'était justement la M3 Ultra. Et ils se sont dit, bon, c'est largement suffisant. Et donc, peut-être que c'est pour ça, en fait. Peut-être qu'ils n'ont pas aussi envie de dépenser du temps, dépenser on va dire, du budget ingénierie à designer une puce, alors qu'ils ont déjà la M3 Ultra. Et peut-être qu'ils ont manqué leur occasion de refresh justement les Mac Studio avec des puces M3 v'là un an et qu'ils se sont dit, oh, maintenant c'est un petit peu bizarre, on a passé du temps à designer cette puce M3 Ultra, bon, autant la mettre dans un Mac ou autre chose. Je ne sais pas trop exactement quelle est la raison, mais en attendant, ça semble logique, même si la puce M3 Ultra utilise les anciennes technologies et pas forcément, n'a pas forcément les nouveautés des puces M4, vu que c'est une puce avec beaucoup plus de cœur, CPU et GPU, elle reste quand même plus puissante qu'une puce M4 Max. C'est juste que là, ça donne une situation un peu bizarre où elle est plus puissante, mais la puce M4 Max est très puissante. Et donc, quel est l'intérêt de passer une puce M3 Ultra derrière? Je ne sais pas trop. Surtout que ça vous coûte, comme vous pouvez voir, 5 000 €. Oui, vous avez 96 Go de RAM, 1 Tera de stockage, mais ça fait une sacrée augmentation de prix. Vous avez quand même, par contre, les ports Thunderbolt 5. Donc ça, c'est assez bizarre. Ils ont quand même mis à jour la partie de la puce qui gère le Thunderbolt pour vraiment avoir le Thunderbolt 5. Donc c'est vraiment une puce bizarre. C'est une puce hybride. Est-ce qu'ils l'ont fait pour économiser de l'argent? Je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin des puces ultra et que c'est juste la dernière qu'ils ont designée? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est un petit peu bizarre. Ensuite, on a une petite update sur le fait que Google avait lancé, il y a quelques temps, je ne sais plus si j'avais traité dans un texte MH Show, mais ils avaient lancé une bêta de Google Play Games sur Windows. Le seul problème avec cette bêta, c'est que la plupart des jeux étaient juste des jeux de test en quelque sorte. Il me semble que les développeurs devaient participer volontairement au programme pour être rajoutés dessus, et du coup, il n'y avait pas beaucoup de jeux très intéressants. Maintenant, Google a annoncé qu'ils apportent une nouvelle version de justement ce Google Play Games sur Windows, en version bêta encore une fois, où tout simplement, il y a tous les jeux de Google Play. Tous. Et si un jeu n'est pas dessus, c'est si le développeur a dit que non, il ne voulait pas être dessus. Donc maintenant, il passe à une stratégie le développeur doit dire de lui-même qu'il ne veut pas être dessus. Donc ça veut dire que vous avez pratiquement l'entièreté du catalogue Google Play sur Windows maintenant. Donc vous pouvez le télécharger, c'est une application. Vous vous connectez à votre compte, évidemment, Google. Et puis après, vous pourrez installer des jeux. Alors évidemment, ces jeux sont émulés, ça semble logique, parce que normalement, ils sont prévus pour une architecture ARM, mais ça ne devrait pas, selon moi, poser d'énormes problèmes, parce que tant que vous avez un PC assez puissant, émuler des instructions ARM est plutôt simple. Et donc, ça vous permettra d'accéder à pas mal de jeux. Donc ça, c'est vraiment cool, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont très bancal sur Android, on va être très honnête. Il y a beaucoup de jeux qui sont juste remplis de pubs, mais il y a pas mal de jeux qui sont plutôt intéressants et qui vont vous permettre d'y accéder sur Windows. Ensuite, l'entreprise derrière les Roomba, qui est iRobot pour information, est en difficulté financière, en même très grosse difficulté financière, ce qui est selon moi assez étonnant parce que les aspirateurs intelligents, il y en a littéralement partout maintenant. Et vous pourriez vous dire que l'entreprise qui a lancé cette mode serait celle qui s'en sort le mieux, mais pas du tout. Il faut le savoir. Si vous avez vu des tests des derniers Roomba, ils ont juste manqué le coche, en fait.
autant oui, ils étaient les premiers sur le marché, mais les premiers robots, c'était vraiment genre, j'avance en ligne droite, je rencontre un obstacle, je tourne un certain degré, et puis j'avance en ligne droite, et puis ainsi de suite. Ce qui veut dire que au bout d'un moment, en toute logique, l'aspirateur finissait par au moins passer une fois à un endroit, et donc, en toute logique aussi, aspirer toutes les crasses qu'il y avait dans une pièce. Mais oui, c'était pas très intelligent. Et du coup, depuis, il y a d'autres entreprises qui ont juste rajouté des systèmes LiDAR et tout ça, et ils ont été plus rapides que tout simplement iRobot. Et donc maintenant, ils ont évidemment des aspirateurs avec du LiDAR et tout, mais ils sont juste tellement en retard, ils sont pas aussi bons que les autres aussi que pas beaucoup de gens les achètent et donc ils sont en difficulté financière. Donc maintenant la question se pose, est-ce que quelqu'un va les racheter pour qu'ils puissent continuer d'exister? Parce que si ça continue comme ça va juste ils vont faire totalement faillite. Amazon avait essayé de les racheter pour information, c'est juste que beaucoup de personnes avaient pas forcément été très intéressées par ça parce que imaginez un robot Amazon qui se déplace partout dans votre maison, voilà, déjà qui nous écoute avec un certain assistant vocal. Déjà qu'ils ont aussi des sonnettes qui permettent de voir dehors chez vous et même des caméras de sécurité. Imaginez maintenant s'ils ont un robot qui se déplace partout dans votre maison. Voilà, ça n'intéressait pas beaucoup de gens. Et donc, l'achat avait été tout simplement même bloqué. Donc maintenant, il faudra voir si une autre entreprise arrive à les racheter. Après, est-ce que ça vaut vraiment la peine de racheter une telle entreprise? Genre, c'est pas comme s'ils avaient un avantage technologique. Clairement pas. Donc, peut-être que ça vaut juste la peine de les laisser disparaître. Ensuite, évidemment, les RX 9070 et 9070 XT sont sortis. J'ai fait un test sur un 9070 XT, donc n'hésitez pas à le voir. Il y a plus de reviews qui sont sortis. Et donc, le résumé principal, c'est qu'évidemment, la 9070 XT est plutôt pas mal au niveau puissance, mais la 9070 est un petit peu en retrait. Maintenant, la raison pour laquelle j'en parle, c'est que, évidemment, il faut faire une update sur l'info de stock. Est-ce qu'il y avait du stock pour le lancement? Est-ce qu'il y avait suffisamment de cartes graphiques disponibles? Et là, évidemment, oui, c'était compliqué. Il y avait en réalité beaucoup de stock de ces RX 9000, mais surtout de la 9070 XT. Vous avez même des retailers comme par exemple OC Overclocker UK plutôt, qui ont dit qu'ils avaient plus de 1000 pièces d'un modèle en particulier au lancement. Et depuis, ils en ont apparemment vendu plus de 5000 sur la première semaine de lancement. Donc, c'est pour dire, il y a eu énormément de ventes qui ont été faites. Mais visiblement, le problème, c'est que comme il y a des problèmes de stock déjà des cartes graphiques NVIDIA, et aussi le fait que les RTX 4000 ont été arrêtés d'être produits il y a des mois, eh bien, il y avait un énorme trou dans le marché. Et donc, visiblement, même les stocks qui étaient selon beaucoup de personnes, suffisant pour un lancement normal, ici n'était juste pas suffisant parce que la demande était largement supérieure en fait. Donc actuellement, vous pouvez trouver en stock les cartes, c'est juste que les prix ne sont pas forcément respectés. Pour information, la 9070 est censée être vendue, c'était 629 euros, voilà. Et la 9070 XT est censée être vendue 689 euros, si je me souviens bien. Mais ça, c'est les prix de base, parce que forcément, il y a des modèles qui ne sont pas au prix de base, il y a des modèles qui sont haussés ou avec un meilleur refroidissement qui seront plus chers. Et donc là, si on regarde, on peut voir que la 9070 non XT est vendue 749 euros. Et voilà quelques jours, il faut le savoir, et peut-être que c'est le cas en réalité, si je trie par prix le plus bas, il me semble que c'est ça. J'en avais même vu une à 729, il me semble, euros. C'est juste qu'elle a disparu. C'était une Sapphire Pulse, donc peut-être qu'il n'y a plus de stock et c'est pour ça qu'elle a disparu. Mais comme vous pouvez voir, on est plus de 100 euros plus cher que le prix normalement annoncé pour cette 9070. Mais il y a du stock. Et puis la 9070 XT, nous sommes à, par contre, là, les prix sont totalement abusés. Alors, j'ai l'impression que le site ne marche pas par contre. Je ne sais pas pourquoi. Ah, maintenant ça marche, voilà. 869 euros. Donc là, c'est pratiquement 200 euros au-dessus du prix normalement annoncé. Et donc, c'est un modèle ASRock, puis vous avez un modèle Sapphire Pulse. Donc, c'est les modèles de base ici. Puis vous avez évidemment des modèles custom qui vont être encore plus cher. J'avais même vu la Prime moins chère, mais maintenant elle a repassé à un prix plus élevé. Et puis après, les beaucoup plus élevés, vous avez par exemple les TUF, la TUF notamment que j'avais testé, la Horus, la Red Devil de chez Power Color, qui sont évidemment les plus gros modèles. Et là, ouais, les prix sont juste assez abusés, on peut le dire. Mais du coup, vous allez me dire pourquoi un prix aussi élevé alors qu'il y a clairement du stock. Alors, vous avez Hardware Unbox qui a fait une vidéo là-dessus qui est très intéressante, mais c'est en anglais, donc je vais faire une version résumée ici pour que vous puissiez comprendre. On en a aussi un petit peu parlé en réalité dans le podcast, mais je vais un petit peu résumer ici et comme ça sera clair pour tout le monde. Tenez compte aussi que ça
concerne en partie Nvidia, ce que je vais dire, mais AMD est un petit peu différent dans le sens que, par exemple, AMD, il faut le savoir, ils ont tendance à définir le prix d'une carte graphique au dernier moment. C'est pas forcément, selon moi, idéal pour tout le monde parce que ça veut dire que des fois, pour faire du stock, ben, un site comme Megeko, LDLC, Top Achat, peu importe, ils doivent acheter du stock forcément à l'avance par rapport à la sortie de ces cartes. Donc, imaginons que le prix final va être 700 euros, mais comme il n'est pas encore connu, les inventaires vont être vendus peut-être pour un prix de 800 euros. Bon, ils se font une marge, tenez-en compte, donc c'est pas vraiment 800 euros, hein, mais disons pour simplifier que c'est 800 euros. Donc là, AMD va vendre du stock à 800 euros. Tous les constructeurs d'AMD vont vendre du stock à 800 euros. Certains modèles sont aussi plus chers, peut-être 850, 900 euros. Ça dépend un petit peu. En général, il y a toujours une différence qui est fixe, on va dire, de prix. Vous avez les modèles de base à un prix, et puis 50 euros plus cher, vous allez avoir des modèles OC, et puis 50 encore au plus cher, vous aurez les gros modèles. Donc, tout se vend, la sortie arrive, et du coup, AMD est au dernier moment en mode, OK, ben en fait, le prix, c'est pas 800 euros, c'est 700 euros, par exemple. Je donne juste un exemple ici pour que ça reste simple. Du coup, ben, pour faire en sorte que la carte graphique soit disponible au vrai prix annoncé, parce qu'ils ont vendu les stocks plus chers, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des rabais. Ils vont dire, hey, les revendeurs, voici un rabais qui vous permettent de vendre la carte à un prix plus bas que vous l'avez acheté, et comme ça, ben, vous ne perdez pas d'argent. C'est littéralement AMD donne de l'argent à ses revendeurs pour compenser la différence de prix. Ce qui est logique parce que c'est AMD qui avait empoché cette différence de toute manière dès le début. Le truc, c'est que d'habitude, avec les lancements AMD, il faut le savoir, ils ont tendance à faire ce rabais sur tous les modèles en général. Donc, c'est-à-dire que même les modèles OC, les modèles custom hyper, on va dire, développés, qui sont beaucoup plus chers, auront au droit à ce rabais-là. Sauf qu'ici, visiblement, le rabais a seulement touché les modèles de base et seulement pour une certaine quantité de stock ou les stocks qui étaient déjà accumulés pour la sortie. Donc, c'est-à-dire que déjà, là, on voit une première différence, c'est que des modèles de base sont réellement sortis au prix annoncé par AMD, qui était, pour information, pour la 9070 XT, de 689 euros. Et puis, une fois que ces stocks ont disparu, ben, les nouveaux stocks qui sont arrivés après, mais forcément, là, il y a eu des renégociations de prix. Peut-être aussi que ben, certains revendeurs achètent à un grossiste qui, lui, se fait aussi une plus grosse marge parce qu'ils se disent, oh, ben, on a moins d'exemplaires, ben, on va sur une plus grosse marge. Et donc, ça en arrive au fait que ben, certaines cartes ne sont tout simplement plus vendues au prix annoncé. Et puis, à côté de ça, comme il n'y avait pas de rabais pour les modèles custom, les gros modèles custom, j'ai envie de dire, ben, eux, ben, s'ils ont été vendus 900 euros peut-être même euh, au site de vente, mais forcément le site de vente ne pouvait pas faire une perte et les vendre seulement 800 euros. Ce qui aurait été un prix plus raisonnable pour un modèle, on va dire, custom bien conçu d'une 9070 XT. Donc ils ont été obligés de tout simplement les vendre à ce prix qu'ils les ont achetés. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des 9070 XT à plus de 900, 1000 euros même. Bon, maintenant, évidemment, les stocks initiaux qui étaient vendus à ce prix pas forcément connu sont certainement partis et maintenant, c'est les nouveaux prix, on va dire, négociés. Et là, oui, il y a certainement des personnes qui sucrent. Il y a aussi le débat de se dire tout simplement, est-ce que AMD, et c'est aussi le cas pour Nvidia là-dessus du coup, maintenant on en revient justement à Nvidia, parce que Nvidia, comme le prix était connu à l'avance, ils n'ont pas fait ce système de rabais, parce que le prix était connu à l'avance, donc les cartes ont été vendues au bon prix directement aux revendeurs. Mais un truc qui affecte aussi Nvidia, c'est plutôt un débat qu'on peut se poser ici, c'est que est-ce que le prix auquel vend AMD un GPU et la mémoire, donc par exemple, c'est le cas en tout cas pour Nvidia, quand un constructeur comme MSI, Asus ou autre chose achète un GPU Nvidia pour faire une carte graphique, ils achètent le GPU et la mémoire qui est vendue par Nvidia directement. Et après, à côté de ça, le PCB, le refroidissement, ben, c'est fait par le constructeur, c'est fait par Asus, MSI et tout ça. Et donc, ce GPU et cette mémoire sont vendus à un certain coût. Et la question qu'on peut se poser ici, c'est la même chose avec AMD, c'est que est-ce que le prix auquel ces GPU et cette mémoire est vendu n'est peut-être pas trop élevé, justement, ce qui fait que si vous voulez faire une carte graphique qui est vendue 689 euros, c'est le prix de la 9070 XT de base, disons que j'invente ici, je ne connais pas le prix parce que je ne travaille pas dans l'industrie, hein, mais disons que AMD vend le GPU et la mémoire, je ne sais pas moi, 589 euros. Il laisse juste 100 euros de marge au constructeur. Et
tenez compte aussi que techniquement, derrière, il faudra aussi se faire la marge et tenez compte aussi qu'il y a la TVA. Mais c'est juste un exemple ici. Disons qu'il laisse 100 € de marge, OK? Peu importe le prix réel de construction, il laisse 100 € de marge. C'est-à-dire que le constructeur doit faire un PCB pour 100 €, un refroidissement pour 100 €, du marketing, faire des boîtes, gérer du stock, avoir des entrepôts pour stocker tout ça, les envoyer à travers le monde. Ils doivent faire tout ça pour peut-être 100 €. Est-ce que c'est vraiment possible après qu'ils arrivent à faire une marge? Pas forcément. Et donc là, c'est justement un débat qui avait été fait beaucoup à l'époque avec EVGA par rapport à NVIDIA, où EVGA disait que, selon EVGA en tout cas, il faut voir si c'est réellement le cas, il disait que NVIDIA maltraitait leurs partenaires et ne laissait pas forcément assez de marge pour justement arriver à faire du profit sur un modèle de base et du coup ça devenait intenable. Donc là on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un petit peu la même chose avec AMD? Et du coup maintenant on en arrive aussi à un autre problème, c'est que regardez, par exemple Power Color, c'est juste un exemple. Ils peuvent faire un modèle Reaper ici à 749 €. OK, c'est à 9070, mais voilà, c'est juste un exemple. Ou alors, ils peuvent utiliser le même GPU, la même mémoire, et puis ils peuvent faire peut-être un modèle Red Devil ou Hellhound d'un 9070, qui là, bon, là, il est vendu le même prix, mais imaginez qu'il est vendu plus cher, forcément, parce que c'est un meilleur modèle. Qu'est-ce que vous pensez que le constructeur va faire? Est-ce qu'il va faire un GPU de base avec moins de marge, ou est-ce qu'il va juste faire une carte graphique un peu plus véloce, on va dire, hein, avec un meilleur refroidissement et tout ça, où ils se font plus de marge? Je pense que vous voyez bien le problème qui est arrivé ici. Donc, c'est justement un petit peu ce qui arrive avec Nvidia, justement. Là, ça arrive totalement, même avec Nvidia. Ça arrive moins avec AMD, même si certainement ça se fait, mais si on regarde justement pour les prix d'Nvidia, si vous regardez à 5070 Ti, les modèles de base sont vendus déjà hyper chers, hein, mais très vite, vous allez quitter les modèles de base. Vous voyez là, j'avais juste genre, ça c'est un modèle de base de chez Inno3D, Zotac aussi il me semble, la MSI où je l'ai testé, ça c'est le modèle de base. Puis là on a déjà un modèle OC, et puis on a le modèle TUF, c'est pas un modèle de base, c'est le modèle Prime qui est censé être de base, mais il est vendu plus cher. Bref. Et donc très vite, on se retrouve dans des modèles custom qui ont beaucoup d'extras, du RGB et tout ça. Et donc, c'est justement la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les marges sont tellement basses au final sur ces modèles de base que ça incite ces constructeurs à faire des modèles custom on va dire, avec des meilleurs refroidissements et tout ça, qui seront vendus plus cher pour tout simplement se faire plus de marge. Donc ça vaut de voir un petit peu, mais c'est certainement en partie le cas. Et ce, pour NVIDIA ou AMD. Donc ça résume un petit peu la situation actuelle des problèmes de prix. Et donc, oui, on peut faire une petite update par rapport à tous les stocks de cartes graphiques de manière générale. Comme on peut voir, la 5070 Ti, c'est désastreux au niveau des prix. 1229 €, c'est une augmentation du prix de plus de 300 € au final, hein. Oui, pratiquement plus de 300. Non, pratiquement 400 €. Donc c'est juste abusé. La 5080, c'est basiquement la même situation. Comme vous pouvez voir, on peut les trier par moins cher, mais 1509 €. Donc là, c'est une différence de plus de 300 € par rapport au modèle de base. La 5090, c'est la même chose. Là, c'est même encore pire. Oh oui, la vache. 3409 €. Là, c'est plus de 1000 €. C'est une différence de plus de 1000 €. Il y a du stock, hein. C'est juste que, encore une fois, il y a un petit peu tout le monde qui sucre la pâte. Et donc, on a des GPU vendus plus de 1000 € au-dessus du prix normalement annoncé. Surtout que la 5090, il faut le savoir, est plutôt populaire vu sa puissance. Et puis, on a la 5070 qui, elle, est... Oh! Oh! Il y a un modèle au prix annoncé en stock. Alors là, il est disponible. Livraison dans un DAG. Un DAG, c'est un jour. Je parle très bien néerlandais. Donc je pourrais le recevoir d'Onderdag. Je ne sais pas ce que c'est d'Onderdag, mais ça semble être pas très loin. Mais il est vendu à son prix de base. Je suis agréablement surpris, on peut le dire. Il y a même aussi un autre modèle du coup MSI, il est déjà plus cher, alors que c'est censé être un modèle de base. Et puis là, très vite, oui, les prix explosent sur les autres modèles. Donc là, peut-être que Gigabyte a... Et il y a même un jeu offert, apparemment. Et ils ont peut-être réussi à négocier, Megeko, en tout cas, des stocks avec Gigabyte au prix annoncé. Donc 654 €, c'est le prix annoncé pour cette carte. Donc ma foi, c'est la première carte que je vois des RTX 5000 qui a son prix annoncé. Mais tenez compte que la RTX 5070 est l'une des pires RTX 5000 qui existent.
Autant, oui, la 5090 beaucoup plus puissante que la 4090, mais beaucoup plus chère. La 5080 plus puissante que la 4080, mais au même prix. Et puis vous avez la 5070 Ti qui est techniquement un petit peu moins chère, en tout cas selon son prix annoncé, mais aussi un petit peu plus puissante par rapport à la 4070 Super qu'elle remplaçait. Et puis après, on arrive à la 5070 qui, oui, est plus puissante qu'une 4070, mais elle est à peine plus puissante qu'une 4070 Super, qui était la carte qui était vendue au même prix. Donc là, c'est vraiment très bof comme upgrade possible. C'est même, genre, il n'y a aucune upgrade hein, si vous avez une RTX 4000 ici. Et si vous aviez une RTX 3000, ben, au final, vous auriez pris une 4070 Super au prix annoncé, ou même, à mon avis, il y avait moyen de trouver des 4070 Super à 600 euros et vous en seriez mieux sorti. Voilà, quelques mois. Donc c'est pour dire. Donc même vendu à son prix de base, croyez-moi, c'est pas la plus intéressante. Et ça m'étonnerait même pas que ce soit à cause de ça, justement, ou grâce à ça, que le prix soit respecté sur ce modèle parce que ben, c'est pas la plus intéressante. Après, vu qu'elle est vendue à son prix annoncé, ma foi, par rapport aux autres cartes, c'est déjà plus intéressant. Si on regarde du côté d'AMD, comme j'ai dit, ouais, c'est pas respecté. Là, on est plus de 100 euros plus cher. Et la 9070 XT, là, on est plus de 200 euros plus cher par rapport à son prix annoncé. Donc, ensuite, nous avons le fait que c'était le GDC, c'est le Game Developer Conference de Nvidia, où on attendait notamment peut-être l'annonce des RTX 5060, mais ça n'a pas été le cas. Mais ne vous inquiétez pas, parce que Nvidia a demandé à son équipe marketing de pointe pour nous faire un magnifique graphique qui nous explique que tout simplement, ils livrent énormément de RTX 5000, beaucoup plus que les RTX 4000. Et du coup, ils font de leur mieux pour qu'il y ait du stock. Mais est-ce vraiment le cas? Parce que si on regarde de plus près ce graphique, vous pouvez voir que Nvidia compare ici la sortie des RTX 5000 au RTX 4000 lors des 5 premières semaines des deux générations. Et du coup, ils montrent qu'ils ont livré, selon eux, ils disent bien livré, shipped. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a autant de graphiques qui ont fini déjà dans les mains des gens. Ils ont livré cette quantité de GPU, donc c'est-à-dire que peut-être qu'ils sont encore certains en train de se faire fabriquer, il y en a qui sont peut-être encore en acheminement, donc tenez-en compte, c'est les GPU livrés par Nvidia, et donc ils disent qu'ils ont livré sur la même période de temps que l'RTX 4000, 2 fois plus d'RTX 5000. Là, vous allez me dire, waouh, génial! Mais en fait, le truc, c'est que si vous regardez de plus près, ce graphique est, on peut le dire, mensonger et même trompeur, parce que lors des 5 premières semaines des RTX 4000, il y a seulement 2 modèles de RTX 4000 qui sont sortis. La 4090 et la 4080 plus tard. Alors que lors des 5 premières semaines des RTX 5000, vous avez eu 4 modèles qui sont sortis. La 5090, la 5080, la 5070 Ti et la 5070. Donc non seulement il y a eu 2 fois plus de modèles, mais 2 de ces modèles en particulier sont vendus évidemment moins cher et donc vont se vendre beaucoup plus. Donc il va y avoir plus de stocks qui sont vendus. Donc ici, Nvidia compare deux choses qui ne peuvent être totalement pas comparées. Non seulement le graphique n'indique rien du tout comme chiffre de livraison, parce qu'il n'y a aucune unité ou autre chose, on ne sait pas combien ont été livrés, mais en plus de ça, il compare deux choses qui ne devraient pas être comparées. Et là, pour moi, c'est quelque chose qui n'était pas du tout nécessaire. Ils auraient pu juste dire: oh, les RTX 5000 sont extrêmement populaires. Nous sommes très contents de voir que les gamers veulent absolument en avoir. Nous sommes en train de travailler avec nos partenaires pour en livrer plus. Ils auraient juste pu faire un truc comme ça, voilà. Juste une réponse très corporate, très marketing, mais au moins, voilà, pas de mensonge. Ils travaillent pour en livrer plus, voilà. Ils font une promesse un petit peu derrière. Ce qui est certainement le cas. Ils travaillent certainement pour en livrer plus, parce que derrière, s'ils arrivent à en livrer plus, ça leur ferait aussi plus d'argent. Mais non, ils ont demandé à leur équipe marketing de travailler sur un graphique pareil qui est trompeur, mensonger et qui n'apporte rien. Ça n'apporte rien du tout. Parce que le truc, c'est que il y a des gens qui vont se faire avoir par ce graphique, qui vont se dire: ah oui, ils ont livré 2 fois plus de cartes, ils travaillent dur. Mais il y a beaucoup de gens qui vont se dire: hé, attends une minute, c'est pas totalement le cas. Et puis il y a d'autres gens qui vont regarder des vidéos comme la mienne et puis se dire: hé, attends une minute, ouais, c'est trompeur. Ils comparent deux choses qui ne peuvent pas être comparées. Et en faisant ça, pour moi, c'est une énième répétition de Nvidia qui fait quelque chose qui érode petit à petit la confiance de leurs consommateurs. Ils font ça, et du coup, maintenant, il y a des consommateurs qui sont en mode: Nvidia, vous essayez de me tromper, là. Et à côté de ça, vous avez d'autres news avec le connecteur qui fond. Vous avez des news avec, je sais pas moi, l'arrêt du support, notamment aussi de Physics,
sur les RTX 5000 qui fait que dans certains jeux qui sont assez vieux, mais dans certains jeux, la 5090 a moins de performance qu'une GTX 580, donc c'est pour dire. Donc ça se rajoute, vous voyez, ça se rajoute. Et à force, les consommateurs sont juste en mode « Nvidia, vous nous prenez pour des cons. Vous nous prenez vraiment pour des cons. » C'était pas nécessaire de faire ça et pourtant ils sont amusés à le faire. Ils ont payé quelqu'un pour essayer de tromper leurs consommateurs. Et ça, pour moi, c'est inadmissible. Et je tiens à le préciser, AMD par le passé aussi fait son lot de graphiques un petit peu discutables, mais là, c'est juste, ça atteint un point juste inimaginable. C'est ridicule, ça ne sert à rien et c'est juste purement trompeur. Donc, Nvidia, au lieu de faire ça, bougez-vous les fesses pour livrer plus de RTX 5000 et aussi bougez-vous les fesses peut-être pour sortir des RTX 5000 qui sont actuellement intéressantes aussi, parce que la 5070, c'est pas du tout le cas. Et selon les specs qu'on va voir après des supposés 5060 Ti et 5060, ça va pas non plus être le cas. Voilà, c'est chargé. Donc les 5060 arrivent bientôt normalement. C'est juste que l'annonce devait être certainement au GDC, c'est juste que ça a été repoussé. Donc peut-être pour avoir plus de stock. Si c'est le cas, là, c'est pas selon moi un problème. Repousser un lancement de carte graphique pour avoir plus de stock, no problème. Faites ce genre de choses Nvidia et même AMD, c'est une bonne chose à faire. Ça sert à rien de rusher un lancement pour juste avoir aucun stock disponible pour les gens à acheter. Donc ça, c'est pas un problème selon moi. Maintenant, le problème, c'est plus les specs annoncés. Donc déjà, nous avons le fait que oui, la 5060 Ti et la 5060 devra avoir des modèles 8 Go et pour la 5060 Ti, un modèle 16 Go. Donc ici, pour ceux qui espéraient peut-être une amélioration de la quantité de VRAM, non, pas du tout. Alors qu'il faut le savoir, il existe des puces GDDR7 de 3 Go. Et ces puces GDDR7 de 3 Go, si vous en mettez 4, parce que la 4060 a 4 puces de VRAM, eh bien 4 x 3, ça ferait 12 Go de VRAM. Donc là, la 5060, si elle avait justement ces puces de 3 Go, pourrait avoir une quantité de RAM plutôt respectable et plutôt utile, on va dire. Et ça permettrait pas juste dans les jeux, ça permettrait aussi dans tout ce qui est IA, justement, ce qui est l'un des gros focus de Nvidia. Ça donnerait plus d'intérêt à ces cartes graphiques dans ce genre d'utilisation. Mais visiblement, non, c'est pas le cas. Même chose avec la 5060 Ti, pour moi, ben, il pourrait encore une fois mettre des puces de 3 Go et avoir une carte qui a 12 Go de VRAM. Ça fait un peu bizarre avec la 5070 qui a aussi 12 Go de VRAM, mais au moins c'est une quantité de VRAM qui est selon moi suffisant. Ou alors il peut juste mettre 16 Go et juste dire « Oh, on a mis 16 Go parce que 8 Go c'est pas assez, on veut plus tout simplement, donc on s'est dit on va mettre 16 Go sur cette carte et puis ça va lui donner plus d'intérêt pour les gens qui veulent faire de l'IA, des calculs d'IA et tout ça. » Et donc ce serait tout à fait justifié parce que de toute façon, la 5060 Ti 16 Go va exister visiblement, la 4060 Ti 16 Go existait, et donc il y avait une 4060 Ti qui avait plus de VRAM qu'une 4070. Et ça ne choquait pas vraiment beaucoup de gens parce que, bon, ça choque un petit peu en réalité, mais il y avait une logique derrière. Donc ici, selon moi, il devrait juste abandonner le modèle 8 Go. Ça ne sert à rien. Genre, arrêtez de mettre 8 Go de VRAM dans une carte graphique qui vaut plus de 400 €. La 5060, c'est la même chose. 8 Go, oui, dans la plupart des cas, c'est suffisant. Mais il va y avoir quelques jeux où ce ne sera pas suffisant. Et vous allez avoir une situation très étrange où votre nouvelle carte graphique, qui vaut plus de 300 €, si vous arrivez à la trouver en stock, est juste à des performances qui s'effondrent dans certains jeux parce qu'elle n'a juste pas assez de VRAM. Et aussi bien, imaginez quelqu'un qui est passé d'une 3060 à une 5060. La 3060 a 12 Go de VRAM et du coup, dans certains jeux, aussi bien la 3060 ne va pas avoir ces performances qui s'effondrent par rapport à une 5060 avec 8 Go de VRAM. Donc là, ça va donner une situation très, voilà, pas un petit peu awkward, un petit peu étrange pour les gens. Et c'était la même situation qu'avec la 4060, mais là ça va continuer d'arriver alors que la 5060 devrait être plus puissante. On s'attend à mieux, c'est une 5060, elle devrait être beaucoup mieux qu'une 3060, alors que dans certains cas, 3060 sera meilleure grâce à ces 12 Go de VRAM. Enfin bref, ma foi, il faudra attendre les tests pour voir justement tout ça. Une chose est sûre, par contre, on sait aussi le nombre de coups d'accord. Et alors, la 4060 et la 5060 Ti, très proche au niveau coups d'accord. Mais par contre, la 4060, maintenant, va avoir une sacrée upgrade parce que la 5060 aurait 3840 coups d'accord. Et donc là, c'est bien mieux que les 3072 coups d'accord dans la 4060. C'est une augmentation de pratiquement 25% pour ceux qui se demandent. Donc, plutôt confortable. Et donc,
cette 5060 devrait être enfin, selon moi, parce que la 4060, je ne l'ai jamais vraiment recommandée. Pour moi, c'est pas une carte graphique intéressante. Donc là, la 5060, s'il a vraiment autant de coups d'accord, deviendrait déjà plus intéressante. Maintenant, il faut pas qu'NVIDIA mette 8 Go de VRAM parce que là, ça casserait tout son intérêt. Mais bon, visiblement, ça va être le cas. Donc, ma foi, ouais. Et du coup, on a eu plus de news de leak parce que nous avons le fait qu'une RTX 5500, 5050 plutôt, devrait aussi arriver. Donc oui, Nvidia semble vouloir concurrencer notamment la Arc B580 qui est sortie en tout cas aux États-Unis à moins de $300, qui a 12 Go de VRAM et qui concurrence la 4060. Et donc Nvidia pourrait sortir une 5050 qui aurait 2560 coups d'accord, 8 Go de VRAM. Et donc, de ce qu'on sait de l'amélioration des performances sur Blackwell et tout ça, cette 5050, à mon avis, serait basiquement au niveau de performance d'une 4060. Elle a même la même quantité de VRAM. Et donc, s'ils la sortent moins cher qu'une 4060, $250 par exemple aux États-Unis, ça ferait une bonne concurrence à la Arc B580, forcément. Même si c'est pas tout à fait entièrement une bonne concurrence parce que la Arc B580, il faut le savoir, est plus puissante qu'une 4060. Et elle a plus de VRAM aussi, donc un petit peu plus future-proof ici, même si elle consomme beaucoup plus derrière. Donc, ouais, je vois l'intérêt d'une 5050, mais je ne sais pas si vraiment ça va être la carte la plus intéressante aussi, surtout si Nvidia ne la sort pas à un prix intéressant. Donc, ma foi, il faudra voir ça. Ensuite, à côté de ça, Nvidia a annoncé des nouvelles cartes RTX Pro. Donc, alors, ça porte un peu à confusion, mais avant, Nvidia avait des Quadro, donc ça, c'était cool. Et puis, ils ont arrêté le nom Quadro, et du coup, ils ont fait des RTX. Donc, il existe une RTX 4000, une RTX 6000 même, mais rien derrière. C'est pas une 6060 autre chose, c'est juste RTX 6000. Et c'est une carte graphique professionnelle, mais ça porte énormément à confusion. Donc là, ils ont réintroduit un autre nom pour différencier, c'est le RTX Pro. Ça me semble être tout à fait logique. Et donc, ces RTX Pro sont basiquement des quadros. Donc maintenant, vous allez avoir des RTX Pro 6000, RTX Pro 5000, RTX Pro 4500 et RTX Pro 4000. Donc là, ça permettra de mieux différencier justement par rapport aux anciennes RTX quadro professionnelles. Du coup, ça utilise évidemment la nouvelle architecture Blackwell et la plus grosse d'entre elles, la RTX Pro 6000, a même le full GPU qui est dans la 5090, c'est-à-dire 24 064 coups d'accord et 96 Go de VRAM avec un TDP de jusqu'à 600 watts et même un design qui est basiquement celui de la 5090. Alors la 5090 n'a pas, pour ceux qui se demandent, autant de coups d'accord, elle en a 22 000 quelque chose, si je me souviens bien. Donc oui, là c'est vraiment le full GPU que nous avons dans la 5090 avec encore plus de VRAM et du coup des specs qui sont franchement monstrueuses. Donc là pour les professionnels ça peut être très intéressant. Après tenez compte que vu que les RTX 6000 qui est du coup l'ancienne carte graphique qu'elle remplace, était vendue genre plus de 8 000 €, même 10 000 €. Oui, cette RTX Pro 6000 va être vendue extrêmement cher. Ne vous attendez pas à pouvoir l'acheter facilement autre chose. Non, clairement pour le professionnel. Ils ont aussi du coup deux autres cartes. Ils ont une version serveur qui est cette version-là où il n'y a pas de ventilateur parce que ça utilise le flux d'air du serveur tout simplement. Et puis vous avez une version Max-Q qui, elle, a du coup, il me semble qu'elle est plus bas, voilà, un système blower. Donc pour mieux correspondre justement à peut-être des serveurs où là, le flux d'air des ventilateurs n'est pas suffisant, mais il y a quand même un flux d'air qui vient de l'avant et qui passe vers l'arrière. Donc là, un design blower est plus logique. Et puis, un design blower, évidemment, même si c'est pas le mieux refroidi, si vous mettez le ventilateur suffisamment haut, ce sera refroidi. Et tenez compte aussi que ce modèle, du coup, avec un blower, et c'est un modèle Max-Q, donc il est plus efficace au niveau énergétique, et notamment, il a un TDP annoncé de 300 watts pour 24 000 coups d'accord. Donc oui, là, on s'en doute, elle ne tournera pas à la même fréquence que les deux autres cartes au-dessus. Ce sera certainement une carte qui tourne à une fréquence plus basse. Mais plutôt intéressant quoi qu'il arrive. Et puis nous avons les RTX Pro 5000, donc là c'est du blower en toute logique, 300 watts, 14 000 coups d'accord, donc c'est beaucoup plus qu'une 5080, mais moins qu'une 5090, donc ça montre que, donc ça c'est plus un GPU GB202, donc ça semble être une version largement coupée du GPU qu'on a à la 5090, donc ça montre qu'il y a une possibilité de faire un tel GPU, peut-être pour une 5080 Ti, hein,
En plus, elle a 48 Go de VRAM, donc si on imagine qu'elle aurait 24 Go de VRAM pour la sortie finale, bah, c'est à peu près des specs similaires. Au final, à une 4090 au niveau VRAM. Moins de coups d'accord, mais vu que Blackwell est plus puissant, on pourra avoir une carte qui serait aussi puissante qu'une 4090, mais du coup avec un TDP moins important et plus facile à fabriquer et tout ça, et qui pourrait s'appeler 5080 Ti totalement. Puis nous avons une RTX Pro 4500 qui est basiquement une 5080, avec plus de VRAM évidemment. Et puis nous avons une RTX Pro 4000 qui, elle, c'est assez notable, est une single slot et qui du coup utilise visiblement le même GPU que la 5070 Ti avec 8960 coups d'accord et 24 Go de VRAM et un TDP assez contenu de 140 watts. Donc clairement pas pour monsieur tout le monde ces cartes graphiques, c'est pour les pros, mais c'est quand même intéressant de voir justement ce que fait un petit peu Nvidia ici, notamment cette carte avec 14 000 coups d'accord qui pourrait clairement être une 5080 Ti. Maintenant, il faudra voir si Nvidia le fait. Parce que tenez compte qu'il existait déjà une RTX Ada, donc l'ancienne génération, version professionnelle, qui avait 14 000 aussi coups d'accord et aussi 48 Go de VRAM. Donc ils auraient pu déjà faire une 4080 Ti par le passé. C'est juste que ils l'ont jamais fait. Mais ici, on a un gouffre de performance entre une 5080 et une 5090 qui est énorme. Il y a jamais eu autant selon moi, de justification à faire une carte graphique entre les deux. Surtout la différence de prix est plus de 1000 euros. Il pourrait faire une 5080 Ti pour 1600 euros, un peu moins cher qu'une 4090. Les gens seraient contents comme ça, même si ça reste très cher. Aussi puissante qu'une 4090, même quantité de VRAM. Mais là, pour moi, ce serait une carte qui aurait son intérêt à exister. Mais bon, il faudra voir. Et puis évidemment, nous avons les Ryzen 9 9950X3D et 9900X3D qui sont sortis. J'ai fait un test sur le 9950X3D. Et en gros, dans les bonnes conditions, le 9950X3D en tout cas peut être le meilleur CPU de jeu que vous pouvez acheter à l'heure actuelle. Sauf que des fois, si votre installation de Windows n'est pas la meilleure, ce qui peut arriver, j'en ai parlé beaucoup dans la vidéo de test, donc je vous invite à regarder, mais des fois, Windows, il y a beaucoup d'inconsistances et du coup, certains jeux vont utiliser le mauvais CCD qui n'a pas le cache X3D et donc là, le 9800 X3D sera meilleur. Et dans tous les tests qui sont sortis, c'est assez représentatif, vous pouvez vraiment aller voir. Et dans certains tests, c'est le meilleur CPU dans tous les jeux. Dans d'autres tests, comme le mien par exemple, c'est plus discutable. Il y a certains jeux où il se fait battre. Et c'est dû certainement au fait de cette inconsistance de Windows. AMD a sorti un nouveau pilote de leur chipset qui est censé justement améliorer les performances des processeurs X3D qui ont plusieurs chiplets. Donc, c'est pas juste valable pour ces nouveaux, c'est aussi valable pour les Ryzen 7000. Donc, si vous avez un Ryzen 7000, 7900 X3D, 7900 X3D, n'hésitez pas à télécharger cette dernière version du pilote chipset qui doit être disponible maintenant et l'installer pour justement profiter de ces nouveautés. Ça devrait peut-être améliorer les performances. Peut-être. Ça dépend de Windows. Merci Windows. Et du coup, la question qu'on peut se poser, est-ce que les prix sont respectés pour ces processeurs? Et ça semble être le cas. Sur Megeco, ils sont en stock au prix annoncé, 799 euros et 679 euros pour la version 12 cœurs. Alors, la version 12 cœurs est clairement pas du tout intéressante selon moi. Selon moi, vous devrez clairement l'ignorer. Mais oui, si vous voulez le meilleur processeur pour les jeux et que vous êtes prêt à peut-être vérifier que les performances sont bonnes parce que votre installation de Windows n'est pas un peu bancale, c'est le meilleur processeur que vous pouvez acheter. Mais pour moi, vu la différence de prix par rapport à un 9800 X3D, ça ne vaut pas la peine. C'est vraiment parce que vous en avez besoin, parce que peut-être vous faites du travail professionnel, vous avez besoin de beaucoup de cœur, ou alors que vous avez un jeu qui en profite clairement. Donc je pense notamment à City Skyline 2, si vous y jouez beaucoup, c'est le genre de processeur qui aura des meilleures performances que le 9800 X3D, en tout cas de ce que j'ai vu dans mes tests. Mais dans la plupart des cas, ouais, non, ça ne vaut clairement pas la peine de passer de l'un à l'autre, ou ça ne vaut clairement pas la peine de choisir le 9900 X3D par rapport au 9800 X3D, surtout que vu la différence de prix. Donc prenez cet argent-là, mettez-le dans plus de RAM, de la RAM plus rapide, peut-être dans une meilleure carte graphique, si vous arrivez à en trouver une en stock, et vous aurez tout simplement plus de performance dans les jeux vidéo. Mais une chose est sûre, les prix sont respectés, donc ça, ma foi, c'est bien. Même si le 9800 X3D, je me souviens plus de son prix, son vrai prix, on va dire conseillé. Il me semblait que c'était quand même 549 euros, je ne suis plus sûr. Donc là, il est clairement un petit peu au-dessus de son prix. Et puis, vous avez le 7800 X3D qui est toujours vendu 489 euros. Ça ne vaut pas la peine. Je me souviens encore en avoir acheté à genre pour pratiquement le même prix que le 7600 X3D. Là, c'était une offre qui était incroyable. Donc, ma foi,
Ouais, la situation niveau processeur, comparé à l'année dernière, n'est pas forcément beaucoup mieux. Oui, on a des meilleurs processeurs, mais ils coûtent plus cher, donc est-ce que c'est vraiment le plus intéressant? Pas forcément. J'aimerais bien par contre voir un 9600X 3D, ça pourrait être pas mal. Et du coup, c'était à peu près tout pour ce texte à mâche aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.